Chers Blagnaquais, bonsoir. Pardonnez-moi pour ce léger retard, mais l'emploi du temps de fin d'année est toujours extrêmement bousculé, mais malgré tout, je souhaitais bien sûr passer ce moment avec vous. Alors, passer ce moment avec vous, d'abord pour revenir sur un certain nombre d'événements qui ont marqué cette période d'avant les vacances. Bien sûr, le Blagnac Culture Geek. On a eu 5210 visiteurs, ce qui était intéressant. Lorsque je suis passé avec d'autres à ce festival, ça a été d'observer que c'était très familial. Moi, très modestement, je pensais que c'était quelque chose qui était destiné aux ados, voire aux enfants. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un engouement pour ce Blagnac Culture Geek. Et je crois que c'est l'envie de sortir un peu du réel, l'envie de s'évader qui fait ça. Ensuite, la braderie, 19 300 articles qui ont été vendus. Elle mobilise 150 bénévoles. Et je veux ici, à votre nom, à toutes et à tous, vraiment remercier tous ces bénévoles qui sont présents. Et on a eu un taux de vente de 68% des articles. Bon, ensuite, j'ai terminé le cycle des réunions publiques mardi soir, avec une réunion qui s'est tenue à la patinoire, avec aussi des échanges, parfois contradictoires, mais dans tous les cas toujours courtois, sur des vraies questions, ce qui m'a permis notamment d'affirmer ce que étaient les politiques publiques et la volonté politique de cette majorité, même si parfois elle se heurte à un certain nombre de demandes, d'attentes des habitants de certains quartiers. On a également eu cette réunion uniforme qui a été organisée au Baradel avec 600 enfants, des CM1, des CM2 et des 4e des collèges qui sont venus. Monsieur le préfet nous a accompagnés sur cette journée et je dois dire qu'il a été assez impressionné de voir comment Blagnac se mobilisait sur ce type de manifestation. Il faut dire que réunir les 600 enfants et puis leur faire toucher du doigt, les pompiers leur mettent le casque, leur montrent ce que c'est que le métier, c'est vrai aussi pour les policiers nationaux, c'est vrai pour les militaires, et donc c'est important aussi de leur montrer que ces choses-là existent. Alors, sur le moment, on a quelques éléments d'actualité sur lesquels je souhaitais m'attarder un petit peu. Bon, d'abord, le dispositif demandé à Angela. La problématique des violences intrafamiliales, des violences faites aux femmes est véritablement une question et devient aujourd'hui un problème de société. Vous l'avez observé comme moi. Aujourd'hui, on est presque dans un processus de banalisation des violences faites aux femmes, ce qui n'est pas acceptable. Et donc, la difficulté, parfois, c'est pour que ces femmes-là puissent se mettre en sécurité. Et on a mis en place le dispositif qui s'appelle Demander Angela, qui permet à des commerçants, à des hôteliers, de pouvoir accueillir les femmes qui sont en détresse et en déshérence à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a 28 commerçants et 4 hôtels qui sont inscrits et je suis persuadé que c'est un phénomène qui va s'élargir et qui permettra que ces femmes, je parle surtout des femmes battues évidemment, puissent trouver des refuges pour pouvoir se protéger. La deuxième information, c'est bien sûr, il commence à faire froid. Et donc, c'est effectivement, pour ceux qui aiment ça, le fait de pouvoir se baigner dehors, dans notre bassin nordique. Et samedi dernier, je suis allé voir le match de rugby des filles de Blagnac, et à côté, il y avait effectivement un certain nombre de nageurs qui étaient là, et qui prenaient beaucoup de plaisir à être dans ce bassin nordique qui est de plus en plus fréquenté. Cela étant, ce bassin, il va être fermé pendant quelques jours, puisqu'on doit procéder à la vidange. Ça va se faire dans la semaine du 10 décembre. Et donc, on va devoir
vider le bassin pour le nettoyer. Peut-être êtes-vous passé, ou dans tous les cas, si vous allez au marché, vous allez le voir, la fresque pour laquelle vous avez voté, et vous avez retenu celle qui a été proposée par l'artiste Corail. Corail qui est encore là ce soir en train de peaufiner cette fresque. Et donc, voilà, elle est en train d'être finalisée. Et puis, enfin, au titre des informations du moment, je voudrais évoquer l'expérimentation que l'on a sur l'apport volontaire des résidus. C'est une expérimentation qui est lancée par la métropole. C'est la ville de Blagnac qui a été retenue. Elle a été retenue parce que nous avons un groupe de citoyens associés qui a travaillé sur l'opération Zéro déchet et qui a montré que les Blagnacaises et Blagnacais étaient prêts à travailler sur cet apport volontaire des résidus alimentaires. L'expérimentation fonctionne bien. Et donc, ce que nous espérons, c'est pouvoir étendre et généraliser ce dispositif d'apport volontaire. Voilà, chers Blagnacais, chers Blagnacais, quelques informations liminaires. Mais il y a un sujet que je souhaitais évoquer avec vous, qui est celui pour lequel nous avons fait des efforts particuliers, c'est celui de l'accueil des enfants dans les ALAE. Et donc, pour évoquer ces questions, je vais accueillir Ludivine. Bonsoir Ludivine, ça va bien? Oui, oui. Oui, regardez. Comment voulez-vous que les enfants ils soient pas heureux quand vous avez un sourire comme celui de Ludivine? Et puis François, bonsoir. Ça va François? Jean-François, monsieur Jean-François. Ça va? Très bien. Bon, alors écoutez, vous êtes, pour ce qui vous concerne, directrice à Saint-Exupéry. C'est ça. Et vous êtes, vous, directeur à René-Cassin. Voilà, donc, bon, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'expliquer aux Blagnacaises, aux Blagnacais, en quoi consistent ces ALAE. Et puis, ensuite, je vous poserai quelques questions. D'accord. Ça va comme ça? Oui. Allez, qui c'est qui commence? C'est vous, Ludivine? Madame. Donc, les ALAE, c'est l'accueil périscolaire sur les écoles, voilà, pour les enfants, avant, sur le temps de la pause méridienne et après l'école. Voilà, on accueille les enfants, on fait avec eux beaucoup d'activités diverses, variées. Voilà. C'est tout un accompagnement pédagogique auprès des enfants, de la coéducation avec le corps enseignant. Et voilà, tout au long de l'année, on propose beaucoup de projets aux enfants et on passe de très bons moments. François? Et du coup, je vais continuer sur les horaires. Donc, on accueille les enfants le matin à partir de 7h30 jusqu'à 18h30. Et on met justement, comme l'a dit ma collègue, des projets tout au long de l'année avec justement un partenariat coéducation avec les enseignants et différents partenaires aussi extérieurs. Par rapport, par exemple, les parcours éducatifs, on a des intervenants qui viennent et on développe justement plein d'activités diverses sur différentes thématiques. Alors précisément, vous pouvez nous donner quelques exemples d'activités que vous faites avec les enfants et puis nous dire un peu comment eux ils reçoivent ça. Oui, alors avec les enfants, on fait beaucoup d'activités manuelles. C'est vrai que tout ce qui est pâte à modeler, peinture, expression, voilà, avec toutes sortes de matériaux, des pastels. Voilà, on fait aussi des activités sportives. En plus, cette année, comme c'est l'année des Jeux Olympiques, on essaie de faire découvrir de nouveaux sports. Et après, les activités culturelles aussi, on a de la chance d'avoir des structures à proximité. Moi, à Saint-Exupéry, on a Audisud à côté, donc au niveau culturel, on propose beaucoup de choses aux enfants. René-Cassin, c'est bien sûr le même répertoire. Même répertoire. Alors, si je peux citer, moi, l'Aérochrome comme partenaire, parce qu'on a fait une jolie fresque qui est toujours d'actualité dans la cour de l'école, très belle fresque d'ailleurs. Et justement, on fait beaucoup d'échanges, on invite et on envoie aussi les enfants par groupe visiter les différentes expositions, les différentes thématiques avec ce partenaire. Et il y en a d'autres, évidemment, il y a Audisud, la maison de quartier avec qui on fait différents ateliers et activités. Je cite aussi la patinoire toute proche, où aussi on a la possibilité de faire des sorties et différents événements avec les enfants. Et le complexe sportif qui est assez riche aussi tout autour, et les parcs qui entourent l'école. Alors combien vous avez d'animateurs avec vous
Alors, chacun dans vos écoles. Oui, alors moi c'est une petite école, donc j'ai actuellement 6 animateurs. Ah ben, c'est pas mal, 6 animateurs. Mais c'est très bien pour le nombre d'enfants que nous accueillons, oui. Voilà, ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez avoir des groupes relativement modestes pour qu'ils puissent rentrer vraiment dans le processus des activités. Tout à fait. Et en plus, avec nous, nous avons aussi les ATSEM qui participent avec nous sur différents temps. Donc, très présentes. Expliquer, parce que ATSEM, tout le monde, pas forcément, sont les assistantes maternelles. Exactement. Celles qui, voilà, elles sont avec nous sur le temps, effectivement, de la collectivité. Et elles sont aussi sur le temps scolaire avec les enseignantes en classe. Et elles participent avec nous sur le temps des parcours éducatifs avec les petites sections. Voilà, donc elles font partie intégrante de l'équipe. Et moi, du coup, l'école René Cassin, c'est élémentaire. Du coup, on a 9 classes. Donc, j'ai une équipe de 9 animateurs. Et je rajouterais aussi, quand même, qui est important, une éducatrice spécialisée qui travaille avec nous et qui nous aide à développer et travailler dans de bonnes conditions aussi avec l'accueil des enfants. Et en plus de ça, on a aussi d'autres collègues qui sont, par exemple, sur l'ouverture culturelle ou le classe et les études accompagnées qui viennent aussi en complément de notre équipe. Ok. Et bon, vous avez évoqué l'éducatrice spécialisée. C'est vrai que l'éducateur spécialisé n'a pas le même rôle, la même fonction que l'animateur. Est-ce que vous sentez une plus grande difficulté auprès de certains enfants ou est-ce qu'aujourd'hui, puisque c'est ce qui remonte un peu, c'est de dire les enfants c'est de plus en plus compliqué de les intéresser, est-ce que vous sentez ça aussi? On sent qu'il y a de génération en génération, il y a un changement effectivement du public. Et puis aussi maintenant, il y a l'inclusion, donc nous accueillons aussi des enfants qui ont des particularités et les éducateurs sont d'une grande aide pour ces enfants. Pour nous aider à savoir comment on peut les accueillir au mieux. Justement, ils ont des outils et des méthodes qui nous mettent à disposition et ce qui fait qu'on avance tous ensemble pour le bien-être des enfants et la réussite éducative qu'on cherche à acquérir tout au long de ces journées périscolaires et scolaires. Alors écoutez, moi je pense que les Blagnaquaises et les Blagnacais ont compris qu'on est très attentifs à ce qui se passe des enfants. C'est vrai que nos politiques éducatives sont des politiques prioritaires et qu'il y a l'école, mais il y a ce qui se passe autour de l'école, vous l'avez dit, les apprentissages sportifs, les apprentissages culturels, les apprentissages citoyens, et puis les Blagnacaises et les Blagnacais, comme ça, ils voient effectivement que ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais qu'il y a bien une directrice, qu'il y a bien un directeur. Merci d'être venu ce soir pour nous expliquer tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bien, alors on a la période est là pour ça. Bien sûr, on va avoir notre marché de Noël. Et donc, ce marché de Noël, il va être placé au ramier, comme l'an passé, et puis on a les illuminations. Avant d'évoquer la question du marché de Noël, je voudrais évoquer la question des illuminations. C'est vrai que l'an passé, nous étions sous le choc de l'inflation. Nous étions sous le choc de la nécessité de rentrer dans des processus d'économie et que nous avons donc pris une décision extrêmement radicale en quelque sorte, puisque nous avons réduit et même annulé les illuminations. Les Blagnacaises et les Blagnacais nous ont dit « Mais monsieur le maire, c'est Noël, il faut malgré tout qu'on ait quelques illuminations » et donc c'est la raison pour laquelle on a, de façon toujours plus modeste que nous le faisions antérieurement, mais remis des illuminations sur les entrées de ville. Et donc, la semaine prochaine, nous lancerons les illuminations. Alors, en attendant, pour parler du marché, je vais accueillir Morane. Morane, bonsoir. Comment ça va, Morane? Ça va, merci. Bon. Un peu stressée d'être devant la caméra. Vous êtes stressé, ne vous stressez pas. Regardez, les Blagnacaises et les Blagnacais, ils sont extrêmement indulgents avec celles et ceux qui viennent pour la première fois devant la caméra. Donc ne vous inquiétez pas, rapprochez-vous un petit peu pour qu'on vous voit bien. Voilà. Alors Morane, parlez-nous un peu du marché. Qu'est-ce qui va se passer? Donc le marché de Noël commence la semaine prochaine, mercredi prochain à 11h. Il durera 5 jours, donc jusqu'au dimanche soir à 21h. Et cette année encore, la mairie a souhaité proposer une programmation culturelle et familiale durant toute la durée du marché.
marché sur lequel on accueillera 75 exposants, tous locaux qui viennent de la région. Et ce marché est également l'occasion de mettre des illuminations en plus de celles qui seront réparties dans les centralités de la ville. Et cette année, nous avons l'honneur de fêter l'anniversaire de la compagnie blagnacaise Les Irréels, qui fête ses 10 ans et qui s'invitera au marché le vendredi, samedi et dimanche pour vous présenter leur spectacle, Les Irréels. Et pour terminer, cette année également, on a souhaité inviter Audi Sud. On trouvait que c'était une belle occasion d'inviter Audi Sud, qui a une très belle programmation encore cette année, à venir sur le marché de Noël pour pouvoir venir vers les habitants et vers les visiteurs pour leur proposer des places de spectacle. Ben, c'est très bien ça. Combien il y a de chalets? Alors, on a 75 chalets, dont 73 pour les exposants, parce qu'il y a un chalet qui est réservé au Père Noël, qui sera là tous les jours du marché, avec sa boîte aux lettres pour pouvoir venir déposer votre liste de Noël. Et nous avons aussi quelques exposants qui sont hors chalet. Oui, alors je le dis pour les enfants. Les enfants, vous pouvez déposer votre lettre dans la boîte aux lettres du Père Noël au marché, mais vous pouvez aussi déposer votre lettre sur la boîte aux lettres de l'hôtel de ville. Oui, après le marché de Noël, la boîte aux lettres qui était initialement sur le marché sera déplacée à l'hôtel de ville, sur la plage Jean-Louis Puig, devant la salle des mariages, où vous pourrez venir continuer à déposer vos lettres. Et n'oubliez pas de mettre votre adresse si vous voulez recevoir une réponse du Père Noël. Eh oui, parce que le Père Noël répond. Oui. Alors dites-moi, on sait qu'on a ça. Combien il y a de troupes qui vont animer et ça va se passer un peu comment? Alors, on a minimum une animation culturelle par jour, que ce soit une fanfare, une parade, un spectacle. Le mercredi est une journée qui est vraiment sous l'œil familial. On veut vraiment proposer des spectacles aux enfants. Donc, par exemple, le mercredi, il y a des spectacles de magie, des balades à dos d'âne, de la musique, des parades. Et chaque jour, vous aurez une animation qui est proposée. Des animations aussi qui sont proposées par les associations blagnacaises, qui seront là dès le jeudi. Donc, le jeudi, on a la vitrine des commerçants, où il faut deviner le juste prix du package proposé pour essayer de remporter la vitrine. Nous aurons également la MJC qui vient nous proposer une magnifique parade sur le thème des Jeux Olympiques. Et nous aurons plusieurs chorales blagnacaises qui s'inviteront le week-end pour vous présenter des chants, ainsi que la musique municipale et le conservatoire à l'église. Écoutez, moi je crois que tout le monde a hâte maintenant de se retrouver sur ce marché. Donc la semaine prochaine. Tout à fait, à partir de 11h mercredi. À partir de 11h mercredi. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Maureen. Merci à vous. Merci, à vous voyez, bientôt. c'était pas très compliqué. Oui, c'est vrai, ça va. Finalement, vous n'avez pas trop stressé. Ça va? Oui. Bon, voilà. Merci. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt. Bien, moi je vais donc passer au moment des réponses aux questions. Donc, Jérémy Maguer nous parle effectivement de la répétition des incivilités sur les parkings, etc. En fait, simplement ce que je veux lui dire, c'est qu'on intervient et on verbalise. On a fait 31 verbalisations seulement pour le stationnement gênant sur le boulevard. On est en train de travailler devant le conservatoire pour empêcher le stationnement avec les aménagements. On augmente encore les caméras pour effectivement ça. Alors vous avez vu qu'il y a effectivement un projet de loi parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas mettre en place la verbalisation de toutes les infractions. Il y a un projet de loi qui va nous permettre, en tant que police municipale, à pouvoir intervenir sur un certain nombre d'infractions et donc on va élargir, j'espère, le champ de la vidéo-verbalisation. La possibilité, M. Bernard Le Bioda qui nous dit le Pouconnet Club, est-ce qu'il va revenir? Alors, j'ai vu hier, avant-hier, un certain nombre de riverains du Pouconnet Club. Ce que j'ai souhaité, c'est rencontrer les organisateurs pour voir les modifications. Et ce que j'ai dit aux riverains, c'est que je souhaite qu'il y ait une rencontre pour que soient présentés les dispositifs. Et dans tous les cas, je ne tolérerai pas qu'on se retrouve sur les nuisances que l'on a pu connaître l'an passé. Ensuite, Thierry Martin nous demande
pourquoi les grilles autour du Ritouré? Et je vais lui dire en fait que, bien sûr, il y avait le Festival des Lanternes, mais l'objectif c'était surtout d'éviter les rodéos à l'intérieur du parc. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a eu des quads, on a eu des voitures, quand il y avait un certain nombre de manifestations dans le parc du Ritouré. Nous observons que depuis qu'il y a les grilles, on a une baisse significative de ces rodéos, mais par contre, dès qu'il y a des infractions, on interpelle immédiatement sur le parc. Véronique Gardou qui souhaite connaître les résultats du sondage effectué sur la Ligue. Alors, ce que je vais dire à Véronique, c'est la chose suivante. Il y a une obligation qu'on appelle la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et des risques d'inondation. Cette compétence est une compétence de la métropole. Ce n'est pas la compétence de la commune. La commune a eu la compétence, elle a fait la digue, mais aujourd'hui, la problématique des inondations est d'une compétence métropolitaine. Donc la métropole a fait des analyses, des études, et il s'avère effectivement que les balles planches, donc les grands de plaques métalliques, si vous voulez, qui sont sur le retour du digue, n'ont pas été implantées de façon suffisamment profonde. Et donc, les services de la métropole sont en train d'étudier, et je ne sais pas quelle est la technique qu'ils retiendront, mais dans tous les cas, un dispositif pour apporter le niveau d'étanchéité qu'on attend au niveau des plaques blanches. Alors, Vincent BGB qui me dit démolition du CFA pour en faire des immeubles. J'ai été amené à intervenir lorsque j'ai fait la réunion publique en début de semaine sur ça, parce que ça me permet effectivement de vous dire, chers amis Blagnacaises et Blagnacais, qu'il faut être très, très attentif aux fake news, aux fausses informations qui circulent. Simplement, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que nous avons 2 centres d'apprentissage sur Blagnac et Blagnac-Beauzet. Nous avons un institut universitaire de technologie, l'IUT, que nous avons aussi le campus de l'IGES. C'est-à-dire que nous avons en gros 5000 étudiants et apprentis sur la ville de Blagnac. Le CFA de Blagnac est un des plus gros CFA de la région Midi-Pyrénées, de la région Occitanie. Est-ce que vous imaginez un instant que 1200 gamins puissent se retrouver dans la nature? Quand on a fait le CFA, on s'est véritablement attaché à être en capacité de pouvoir accueillir ça. Et à l'époque, avec la présidente, qui était Madame Augier, j'ai personnellement travaillé au maintien de ce CFA. Donc bien sûr que le CFA va rester à Blagnac et qu'il n'y a pas aujourd'hui de projet, contrairement à tout ce qui peut circuler. Ensuite, bien sûr, la question, elle est récurrente, des gens du voyage qui sont sur le parking d'Aéroscopia. Le parking d'Aéroscopia fait partie du dispositif de ce qui a été confié au musée Aéroscopia. Pour pouvoir intervenir, pour faire une action judiciaire, il faut avoir la compétence. Or là, c'est la société qui gère Aéroscopia qui a la compétence. Ça n'est pas la ville de Blagnac. Donc nous ne pouvons pas intervenir. Et quand vous parlez de la remise en état des lieux, c'est Aéroscopia qui devra effectivement intervenir là-dessus. Enfin, Naïma Mohamed attend effectivement depuis plus de 5 ans un logement. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le délai d'attente moyen, alors il y a une anomalie pour ce qui vous concerne, et on va regarder votre dossier, parce que le délai d'attente est de 19 mois. Nous avons aujourd'hui pratiquement 11 000 demandes en cours. 11 000 demandes en cours. Nous avons attribué 287 logements l'an passé, et notre patrimoine est de 2718 logements sociaux. Nous avons 9 bailleurs sociaux différents sur le territoire. Donc effectivement, nous sommes là-dessus, et je vais profiter quand même de ça pour répondre à celles et ceux qui disent «
Ah, mais vous faites des logements, vous lancez des logements dans Blagnac. J'aimerais que celles et ceux qui regrettent que nous lancions des logements se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire des 10 000, 11 000 demandes en cours. N'oublions pas que 70% de la population française a une possibilité d'accès à un logement social. Ça veut dire effectivement que nous sommes amenés et nous devons accueillir ça. Je voudrais aussi préciser une chose aux Blagnacaises et aux Blagnacais. Il y a Blagnac, certes, mais il y a les autres communes autour et Toulouse. Sur la métropole, sur Toulouse Métropole, nous avons accueilli en moyenne 10 000 habitants par an au cours des dernières années. Aujourd'hui, les prévisions sont des prévisions de 9 000 habitants par an. 9 000 habitants par an, avec 5 100 emplois par an. Ça veut dire que nous sommes sur la nécessité, parce qu'on est en retard, de construire 7 000 logements par an sur la métropole de Toulouse. Toulouse ne va pas pouvoir construire toute seule 7 000 habitants, même si c'est bien sûr la ville qui construit le plus. Donc la ville de Blagnac doit prendre sa part, comme Colomiers, comme Tournefeuille, comme l'Union, comme Balma, comme tout le monde. Et nous travaillons aujourd'hui sur un plan d'aménagement, le PLUIH, le plan local de l'habitat intercommunal, le plan local d'aménagement de l'habitat intercommunal, pour effectivement définir ce que chaque commune devra introduire, l'apport de chaque commune dans la création de logements. Ce que je voudrais aussi, et je veux profiter du fait que je m'adresse aux Blagnacaises et aux Blagnacais pour leur dire à quoi il faut que l'on s'attende. Il y a une loi qui s'appelle la loi Climat et Résilience. La loi Climat et Résilience fait suite à ce qui a été proposé par la Convention citoyenne qui avait été mise en place par le président de la République, notamment après les épisodes des Gilets jaunes. La Convention citoyenne, qu'est-ce qu'elle a dit? La Convention citoyenne sur le climat, elle a dit qu'il faut arrêter d'imperméabiliser les sols. On imperméabilise trop les sols et ça ne va pas. Et donc la loi est arrivée pour dire on va mettre en place un dispositif qu'on va appeler le zéro artificialisation nette. ZAN, ce n'est pas de la réglisse. C'est véritablement quelque chose qui est plus compliqué que ça. Zéro artificialisation nette. Ça veut dire que jusqu'à 2035, nous ne pouvons pas, nous devons limiter l'artificialisation des sols à la moitié de ce que nous avons fait au cours des années précédentes. Et à partir de 2035, c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra pas utiliser des terrains qui sont des espaces naturels, agricoles et forestiers pour construire. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus faire de la construction horizontale. Et donc ça va se traduire comment? Parce qu'il faut bien qu'on fasse des logements quand même. Si vous ne pouvez plus faire les logements à plat, parce que vous ne pouvez plus consommer de terrain, comment et où allez-vous faire les logements? Ben, vous allez être obligé de faire les logements à hauteur. Donc ça veut dire que cette loi, qui est une loi de bon sens, qui est une loi qui va dans le sens environnemental, dans le sens de la transition écologique, elle a une conséquence, c'est effectivement que l'on va avoir des constructions qui vont être de plus en plus hautes. Au moment où on sait que les habitants ne souhaitent pas être dans des constructions, dans des immeubles de grande hauteur. Donc on a à gérer ce paradoxe. C'est-à-dire qu'avec les bailleurs sociaux et les promoteurs, il faut qu'on rentre dans un processus de discussion pour arriver à ne pas imperméabiliser tout en créant des logements. Donc ça veut dire, par exemple, qu'on va utiliser des parkings qui sont déjà artificialisés pour pouvoir faire du logement. Et en fait, à Blagnac, qu'est-ce qu'on fait?
Vous voyez, on avait, en arrivant et avant le Leclerc, cet immeuble qui était Airbus Business Academy, cet immeuble qui a été tagué de partout, dans lequel les gens du voyage ont été là fréquemment, etc. On a obtenu du propriétaire qu'il rase l'immeuble. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que c'était quelque chose qui était déjà artificialisé. C'est là qu'on va faire du logement. Et on va faire du logement à cet endroit-là parce que c'est un endroit qui a déjà été imperméabilisé. De la même façon, avant la place de la Révolution, il y a aussi un espace qui est déjà urbanisé, dans lequel il y avait des bureaux. Ces bureaux vont être remplacés par des logements. Donc voilà, ce que je veux dire aux Blagnacaises et aux Blagnaquais, c'est que, mais je profite de la question qui m'a été posée pour ça, c'est effectivement leur dire oui, nous devons faire du logement parce que nous devons accueillir. Et juste pour terminer, ce qu'il faut préciser, c'est que les 9000 habitants, on ne va pas les chercher. Les 9000 habitants, ils viennent. Mais dans les 9000 habitants, on a aussi une partie liée à ce qu'on appelle au solde naturel. D'ailleurs, au plus grand nombre de naissances par rapport au décès. Voilà, c'est tout ça qu'on a devant nous. Donc, moi, je ne veux pas mentir. Je ne veux pas aller raconter qu'on va arrêter de construire des logements, qu'on va arrêter. C'est pas vrai. L'obligation, elle est là. L'obligation, elle est là. Elle s'impose à nous. À nous, par contre, d'être intelligents. À nous de faire en sorte que l'on construise là où il faut construire. Mais bien sûr, et c'est le cas des riverains de la route de Grenade, bien sûr que par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui, où sont des espaces verts, le fait de construire un immeuble, je conçois parfaitement que ça vienne, dans leur position, dégrader un peu la situation. Je le conçois. Mais on ne peut pas faire autrement parce qu'il faut qu'on construise des logements. Voilà. Voilà, j'ai été un peu long sur ce sujet, mais il me semblait nécessaire d'expliciter les choses parce que c'est important. Donc je vais terminer en vous disant que nous allons avoir le 12 et le 13 décembre la distribution des paniers de Noël à nos aînés. Donc l'an dernier, on a eu un retour très positif et donc il faut qu'on maintienne cela. Les animations de collecte de jouets de tous les conseils de quartier, en fait des conseils locaux d'initiative citoyenne, des clics. Et puis le 2 décembre, dans les Alouettes, qui va être ce nouveau tiers-lieu dont je viendrai vous reparler ici à l'occasion de notre échange. Le 2 décembre, nous avons encore un débat, des éphémères, avec les gens qui sont déjà présents sur ce quartier. Voilà. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de passer un bon Noël en famille. J'espère que la météo sera conforme au temps de saison, que la pluie s'arrêtera un petit peu, même s'il fait un peu froid, c'est bien, c'est normal. Au moins, ça tue les moustiques. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes. Et merci encore d'avoir été à l'écoute ce soir. Merci.